Olag, est-ce que vous nous entendez? Nous sommes... Oui, c'est bon, le micro marche, tout marche. Nous sommes en live après un petit stream IRL dans lequel on a pu un petit peu se balader à l'intérieur du festival. On a pu faire un concours, un quiz sur les openings d'animé où j'ai carré l'équipe. Grâce à moi, beaucoup de gens ont gagné, je tiens à le dire, c'est faux. Et nous voilà maintenant de retour sur la configuration bureau, sur la configuration émission, et pas avec n'importe qui, puisqu'aujourd'hui nous recevons Seydina Issa Sow, auteur et illustrateur de bande dessinée et de manga africain. Si vous vous souvenez, dans notre, comment on appelle ça, dans notre streaming qu'on avait fait de cela 2 semaines sur la spéciale BD, on avait déjà parlé de lui et de son œuvre Cayor que vous voyez là, qui est là devant vous là, et tout, qui est une œuvre de BD que je trouve super intéressante, qui prend pas seulement les codes de manga, mais qui prend aussi les codes de la bande dessinée, truc qui est bien dessiné africaine, créé par un Africain, qui est créé aussi par un Sénégalais et autres. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit mettre beaucoup en avant. Et tout, on ne le fait pas assez et autres. Et ce genre de festival est le bon moyen de pouvoir faire la promotion de ce genre d'œuvre-là. Et voilà, on voulait te poser beaucoup de questions un peu par rapport à la bande dessinée, par rapport à ton œuvre déjà. Déjà, félicitations déjà par rapport au tome là. Je l'ai lu, il est très intéressant. Merci. On voulait que tu nous en parles, tu nous parles un peu aussi de la BD africaine, comment ça se passe ici, quels sont les difficultés, quels sont les trucs positifs. Donc voilà, on va essayer de streamer là-dedans. Là. Ouais, est-ce qu'il y a beaucoup de dessinateurs de BD ici au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest? Oui, disons qu'il y a pas mal d'artistes, pas mal d'auteurs de BD, mais malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue. La majorité des artistes auteurs bande dessinée, ils travaillent soit pour les ONG, voilà, pour les commandes des ONG, ou bien ils font du dessin de presse. Voilà. Je ne suis pas contre ça, bien au contraire. La bande dessinée, c'est tellement large qu'il y a pas mal de sphères à visiter. Mais ceux qui font de la bande dessinée en termes de volume relié, c'est assez rare malheureusement. Et voilà, donc j'essaie de me défendre. Ce que tu dis, c'est qu'il y a un peu 2 canaux qui s'offrent aux gens qui font de la BD ici, ONG ou presse. Qu'est-ce que toi t'aimerais voir comme canaux supplémentaires s'ouvrir, par exemple ici au Sénégal? Voilà, comme canaux supplémentaires, j'aimerais que ce soit par rapport à la bande dessinée en termes de volume relié, c'est-à-dire faire des histoires à travers des livres avec un personnage africain, voilà, à l'image de ce qu'on peut voir dans les mangas ou dans la BD franco-belge, que les Africains aussi puissent avoir leur héros, leur personnage principal à travers lequel ils pourront se reconnaître. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens, dont moi, déguisés en personnages japonais. Il y a peut-être une place à prendre aussi pour des héros africains qui soient peut-être autre chose que Black Panther seulement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu que je trouvais un peu intéressant et tout. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé son œuvre Cayor. Son œuvre Cayor et autres. Mais Cayor, ça vient de quoi? Qu'est-ce que ça signifie Cayor? En fait, le Cayor, c'est un ancien royaume du Sénégal. Parce qu'avant, le Sénégal était composé de plusieurs royaumes. Il y avait le Jolof, le Bawol, le Sine Saloum, le Cayor. D'accord. Voilà. Alors, l'histoire se passe à l'époque des royaumes. Plus précisément au Cayor. Voilà, pour un pitch rapide, c'est l'histoire d'un jeune prince du Cayor nommé Maudit, dont son père se fera trahir par son oncle pour prendre le pouvoir. Et en voulant se débarrasser de Maudit, qui a toujours des ambitions de devenir un jour le Damel du Cayor, le Damel c'est le roi du Cayor, son oncle le voit comme une menace et il va le faire tomber dans un gouffre sombre et profond, rempli de personnages imaginaires issus du folklore sénégalais, comme le Kankouran, le Kouskromdrong, et d'autres personnages qui vont arriver dans le tome 4. Oui, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé un peu, la manière dont il est divertissant pour les enfants et pour aussi les plus jeunes adolescents. Il est très 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 divertissant. Et comment tu introduis un peu des éléments culturels un peu sénégalais un peu dans ce truc là-bas. Je pense que c'est vraiment la voie pour introduire aux jeunes générations un peu des trucs culturels tout en étant divertissant. Bon, je paraphrase un peu comme ça, mais il y a des trucs qui m'ont rappelé un peu le Roi Lion, Naruto, Dragon Ball.
dans cette façon un peu que tu as écrit cette histoire-là du Cayor et autres, surtout un peu le royaume, un peu, je ne sais pas si je me trompe un peu avec l'histoire du frère qui tue son truc, ça rappelle un peu Simba. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça rappelle un peu l'histoire de Simba, mais c'est une histoire qu'on retrouve dans pas mal de civilisations. Hein. L'oncle qui est jaloux du frère, ouais, d'accord. qui veut prendre sa place pour diriger le royaume. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et pour l'information, je me suis inspiré de la réalité, en fait, parce qu'à l'époque du Cayor... Donc ça, c'était quand, à peu près, l'époque du Cayor? Tu serais la définir en... C'était avant, disons, avant l'indépendance du Sénégal. Bon, j'ai pas voulu mettre une date spécifique, hein, mais juste dire que ça se passe à l'époque des royaumes, là où il n'y avait pas forcément l'influence occidentale. Et voilà, j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui s'ancre dans notre histoire, dans notre culture. Et voilà, je disais que même dans la vraie vie, à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait... Enfin, c'est un de mes personnages d'ailleurs. C'était un roi qui a été trahi par son frère. Voilà, le roi Biram Fall. Il a réellement existé. Et il a été trahi par son frère, le roi Demba Fall, pour prendre le pouvoir. Alors, ce que raconte Disney ou les Japonais, tout ça, souvent c'est tiré de la vraie vie. Surtout les Japonais, hein, ils utilisent énormément les rites, les traditions, les coutumes. Nous-mêmes, on les connaît. Exactement. À travers le manga, à travers beaucoup de choses, on connaît les traditions japonaises, on connaît les masques japonais, etc. C'est vrai que quand on voit ça au Japon, on se dit pourquoi. Enfin, il y a un truc riche, peut-être même plus riche encore, vu le nombre de pays qu'on a en Afrique, pour puiser dans cette culture-là. Tout à fait. La culture africaine, elle est très riche. Les traditions sont... Voilà, il y a vraiment à boire et à manger. Et comme vous venez de le dire... Par exemple, je vais prendre l'histoire de Naruto. Le démon renard à Nezuko, c'est une divinité japonaise. L'histoire de Dragon Ball Son Goku, il est inspiré voilà, du... comment ça s'appelle le roi singe, voilà, le roi singe, la pélégrination vers l'ouest, je pense que c'est un peu ça le titre. La pélégrination de l'ouest, un peu sur le roi singe, un peu, je pense un peu la globalité un peu du truc. Toriyama s'était inspiré, c'était un peu ça. Bon, il y a d'autres influences. Mais globalement, la structure de base qui a permis son histoire, c'est à partir de là qu'il est parti dans cette idée-là. Tout à fait, c'est ça. Et je trouve que c'est très intéressant que toi, tu le fais, mais avec des trucs qui rappellent un peu des coutumes. Et pour moi, je suis camerounais, tu vois, un peu, ça me permet, tu vois, un peu de comprendre un peu, il y a ça qui s'est passé au Sénégal à un certain moment donné, il y a des trucs. Mais est-ce que tu parles aussi, parce qu'il y a des moments où tu as évoqué certaines ethnies, il y a des ethnies un peu en particulier que tu as mis en avant un peu. Oui, effectivement, bon, le Cayor, il y avait pas mal d'ethnies. Hein. Comme à l'image de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, il y a toujours eu les Lébou, les Peuls, voilà, les ethnies, quoi. Les Diola qui sont plus vers le sud, les Sérères et tout. Et dans ma BD, j'ai relaté également un fait historique qui s'était produit, mais ça c'est plutôt dans le tome 3. C'est une bataille qui a opposé l'armée du Cayor aux Lébou de la presqu'île du Cap-Vert. D'accord. Il y a une bataille comme ça? Oui, une bataille qui a pris une tournure assez mystique, puisqu'il y a eu des abeilles qui ont rejoint le champ de bataille et qui ont attaqué l'armée royale, en fait. Ça, c'est des choses que malheureusement nos jeunes frères ne connaissent pas, mais bon, à travers la BD et le manga, on peut. Ouais, tu peux l'utiliser. Moi, je pense tout de suite au personnage de Naruto, je sais plus comment il s'appelle, qui contrôle les insectes, tu vois, ça me fait écho. C'est sûr Shino, il s'appelle Shino. Shino, c'est ça. C'est ça. Je trouve que c'est super intéressant cette approche-là. Mais tu as aussi un autre bouquin que tu veux nous présenter là, il s'appelle Sadio, je crois, et autres, et tout ça, je ne connaissais pas. Qui est cette personne? Et Sadio, ça parle de quoi exactement? C'est ça par rapport à Sadio Mané, des trucs comme ça? C'est ça, en fait, Sadio, c'est ma dernière bande dessinée en partenariat avec la maison d'édition Saraba. Saraba, qui est une maison d'édition sénégalaise? Oui, ils sont implantés au Sénégal il y a peut-être de cela 3 ans, quelque chose comme ça. Donc il y en a quand même ici. C'est l'une des premières qui fait de la bande dessinée, puisque ce qui m'a poussé à créer ma propre maison d'édition, c'est qu'à l'époque j'ai fait le tour des maisons d'édition ici au Sénégal. Il n'y a personne qui faisait de la bande dessinée. Mais il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas. C'est pour cette raison que j'ai commencé par faire de l'auto-édition. C'est ce que beaucoup de font, j'ai vu les jeunes ici, ils passent beaucoup par ça.
notamment surtout les canaux digitaux, je pense aux Spacetoon, Webtoons et tout ça. Exactement. Et avec l'arrivée de Saraba, on a fait une collaboration où j'ai fait Sadio, la bande dessinée, inspirée de l'enfance de Sadio Mané. C'est pas sa biographie, mais c'est quand même fortement inspiré de ses origines, de son enfance et de certaines situations qu'il a eu à surmonter quand il était jeune. Moi, je trouve que c'est magnifique de faire un truc qui est presque sur l'histoire de Sadio Mané et qui parle de son. C'est un peu comme Capitaine Tsubasa, mais avec. Exactement. Avec Sadio Mané. Moi, je trouve que c'est. Franchement, moi qui suis fan aussi de foot, je suis très passionné par le football. Je trouve que ça c'est vraiment. Et en même temps, moi j'ai une vraie question. Vas-y. Quand je vois la BD Sadio Mané, tout de suite, je vais vous expliquer un peu mon raisonnement, j'ai des questions. Est-ce que, ici au Sénégal, il y a des gens vraiment qui achètent la BD ? Oui, il y a des gens qui achètent, mais malheureusement, le marché n'est pas énorme comme ce qu'on peut trouver en Europe ou en Asie ou aux États-Unis. Ici, le marché est très limité. Et il faut aussi dire que la majorité des gens qui achètent, c'est les expatriés qui vivent ici. C'est ça, c'est souvent une classe aisée, voire plus. Exactement. Et ça aussi, c'est un de mes objectifs, un de mes défis, faire découvrir la bande dessinée également à mes jeunes frères, rendre ça plus accessible, que ce ne soit pas juste pour une certaine classe sociale. C'est ça, parce que moi, de ce que j'ai là au Sénégal, à part cette classe-là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est les maisons d'édition qui manquent, donc l'offre, ou est-ce que c'est que il n'y a pas assez de demande ici, il n'y a pas encore vraiment un public pour ça? C'est ça ma question ici au Sénégal. Bon, en fait, on est confronté à une réalité, pas seulement au Sénégal, ce fut le cas à une certaine époque au Japon, également en Europe, c'est que la bande dessinée, à ses débuts, elle n'est pas perçue comme quelque chose de très pertinent, elle n'est pas perçue comme quelque chose de sérieux. Souvent, les parents pensent par exemple, tu parlais de en Europe et tout, la France, la Belgique, ils ont initié ça à un moment. C'est qu'ils ont vraiment aussi tapé fort avec les trucs exactement. Les Tintins, les machins, la Astérix. Ah ouais, mais même au Japon, j'ai eu l'occasion de visiter le musée international. T'es allé là-bas? Oui. Ah. J'ai été convié au musée international du manga à Kyoto. Et une conservatrice du musée m'a dit que le fait que ce musée existe, c'est une sorte de revanche, puisque le musée, auparavant, c'était une école. Et là-bas aussi, on considérait le manga comme quelque chose de pas sérieux et tout. Et c'est vraiment une revanche pour les gens qui font du manga. C'est une revanche de savoir qu'une école a été transformée en musée qui accueille des milliers d'œuvres de manga, des auteurs de manga et tout. Du coup, Donc dans une certaine mesure, pour toi, c'est un peu cette bataille-là aussi que tu as au Sénégal. C'est-à-dire que tu vas sur le devant de la scène, tu es un des premiers du coup à faire ça. Je dirais pas le premier, mais en tout cas, tu es dans... Ouais, je suis pas le premier. Les précurseurs pour moi, il y a Tété Fonce qui a fait Gourgourlou. Il y a Samba Fall qui a fait L'ombre de Boy Mellard. Pour moi, ça, c'est les précurseurs. Après, malheureusement, on a eu une génération où tout le monde faisait que des commandes pour des ONG ou que du dessin de presse. Il n'y avait pas forcément d'auteurs qui s'investissaient pour faire une bande dessinée. Après, il y a la réalité économique. C'est ça. Il faut avoir le courage de sortir du circuit. Au départ, tu vas être tout seul. Pendant combien d'années, tu sais même pas. Ça peut durer longtemps. C'est ça. Donc à un moment, tu dois manger quoi. Voilà, du coup là, on est resté à peu près 30 ans sans production de bande dessinée en termes de volume relié. Et là, disons que c'est un peu le défi que je me suis fixé. Essayer de faire vivre la bande dessinée autrement que ce qu'on a l'habitude de voir ici au Sénégal. C'est-à-dire faire des bouquins, des livres avec des histoires, des héros, des personnages bien de chez nous. Voilà, ça c'est mon défi. Parce que tu vois, quand je vois, c'est avec cette question que je voulais finir un peu mon raisonnement. Quand je vois la BD Sadio, moi j'ai l'impression que ça c'est le genre de BD, ça peut faire un peu comme Aya de Yopougon. C'est-à-dire ça va exploser chez la diaspora, aussi un peu la classe plus ici, mais c'est une reconnaissance un peu à l'extérieur, finalement. Pas que chez la diaspora, tout le monde va dire, tu vois l'effet un peu Aya, l'effet Riyad Satouf avec l'arabe du futur, ce genre de choses. J'ai l'impression que en fait vous souffrez du même mal un petit peu que sur les autres arts créatifs ici. C'est-à-dire que tant que c'est pas valorisé à l'extérieur, qu'il n'y a pas cet écho-là,
ici ça va mettre du temps parce que les canaux de l'industrie encore et Les canaux de l'industrie sont très compliqués et tout. C'est la même chose qu'on a eu aussi avec Pape Souley par rapport à Oblivion Rouge aussi. C'est un peu ça. Et là, on a dû. Parce que la première fois, on a fait aussi de l'auto-édition. Oui, tout à fait, je me rappelle très bien. Tu te rappelles un peu, on a fait aussi de l'auto-édition. Et dans l'auto-édition, on n'a pas pu retrouver nos frères. Parce que c'était avec eux qu'on est passé par un truc qui était. On a essayé de passer par une maison d'édition sénégalaise. Mais elle ne comprenait pas sur le truc, manga, le truc, c'est pas pris au sérieux déjà. C'est ça en fait, C'est déjà pas pris au sérieux. On avait pris beaucoup de maisons d'édition aussi pour pouvoir faire un peu la distribution, mais ça a été compliqué. Donc on a dû passer aux Pays-Bas, clairement, pour pouvoir faire un peu le truc. Et c'était la copine de Pape Souley qui a pu nous aider à avoir ça. Et après, pour encore avoir de la distribution intéressante, on est passé par un canal d'un éditeur américain complètement obscur qui s'appelle Saturday AM, qui lui aussi, il est aussi dans un truc de niche, et pour avoir littéralement un peu le truc avec Amazon. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est très compliqué. C'est assez compliqué. Raison pour laquelle moi je me dis, pour que ça marche, il ne faut pas qu'on s'attende forcément à un intérêt pécuniaire derrière. Bien vrai que sans ça, on ne peut pas avancer. Voilà. Mais quand même, mettre en avant la passion. Parce que quand on fait quelque chose par passion, que ça se vende ou pas. Et voilà, aussi que nous en Afrique, on comprenne un peu les enjeux culturels. Il y a ça aussi. Parce que regardez même ici avec le festival. C'est comme Thomas en parlait dans son documentaire, c'est quand même du soft power. Ouais. Tu vois un peu. Avec ce genre d'histoire-là, avec ce genre de truc, on peut récupérer un peu le fait de pouvoir aussi faire à notre niveau aussi un peu du soft power qui peut permettre à. Je ne dirais pas imposer notre culture, la culture africaine en général, la globalité, mais pouvoir faire connaître aussi des éléments de notre culture à travers ces canaux par rapport aux jeunes générations. Moi, je pense qu'il y a une chaîne, hein, le monde du livre a une chaîne, et que chacun doit jouer sa partition. S'il y a un composant de la chaîne qui ne joue pas sa partition, ça se fait ressentir. Quand je dis que c'est une chaîne, il faut avant tout qu'il y ait les auteurs, les illustrateurs. Il faut également qu'il y ait la maison d'édition qui est prête à accompagner ces auteurs-là. Il faut qu'il y ait aussi la distribution qui est derrière, les librairies. Et puis voilà, il faut également que le gouvernement aussi joue sa partition parce que là nous avons le ministère de la Culture. Nous souhaitons vraiment qu'il jette un regard novateur, si je peux le dire comme ça. Il faudrait qu'il jette ce regard-là vers les industries créatives dont fait partie la bande dessinée. Alors ça, c'est vraiment un plaidoyer que j'ai l'habitude de faire, hein, que chacun joue sa partition. Et là, on prendra conscience que la bande dessinée au Sénégal, en tout cas, c'est un boulevard qui n'a pas encore été exploité. Et voilà, c'est une mine d'or, c'est un boulevard. Et si tout le monde joue sa partition, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne décolle pas. Il y a d'autres pays en Afrique où il y a un marché de la BD un peu plus... Le Congo. Poussé. Oui, j'ai visité le Bénin, j'ai visité le Congo Brazzaville. Ouais, Brazza, il y a un gros festival là-bas. Voilà, il y a le Bilili BD où j'ai été convié il y a de cela 2 ans ou bien l'année dernière. Attends, est-ce que quand tu y étais, tu étais à Brazzaville au festival là-bas? Oui. À l'Institut français là. Exactement. Est-ce qu'il y avait une troupe qui faisait de la battle BD? Ils dessinaient des trucs en live. Ah oui. Franchement, là-bas, ça grouille de créativité. J'ai été impressionné. Hein. Mais t'as vu des gars qui s'appelaient Battle BD? Bon, j'ai assisté. Genre un spectacle? Oui, c'est ça. Le Battle BD avec des règles qui viennent bouleverser. Mais non, c'est un de mes meilleurs potes qui fait ça. Ah ouais. T'as pas vu un mec typé asiatique? Cyril, j'ai dû le croiser. Bon, j'ai croisé tellement de monde que... voilà. Ah, incroyable. Mais c'était impressionnant, tous les jeunes qui étaient là-bas avec... ça grouillait de créativité. Et franchement, je me suis rendu compte que le Congo-Brazzaville... ils jouent un rôle extraordinaire pour la bande dessinée africaine. Ouais, ça, parce que quand je regardais les gars de Billy, le festival là, il est vraiment pour un festival en Afrique et tout. Je pense en fait, de ma perspective,
tout, vous êtes mieux placé pour le savoir. J'ai l'impression que ils sont un peu les gars un peu dominants un peu sur ce domaine-là par rapport à ça. En fait, là-bas, il y a une sorte d'effervescence, D'accord. justement liée au manga et à la bande dessinée. C'est une effervescence qu'on peut ressentir carrément. D'accord. Après, dans d'autres pays aussi, comme le Bénin, également, il y a une industrie de la bande dessinée. À l'échelle du Bénin, là-bas, on voit que les maisons d'édition également, ils jouent leurs partitions. Voilà. Mais quand même, cette effervescence-là, c'est au Congo qu'on peut ressentir cela. Mais quand même, au Bénin également, il y a vraiment de belles choses qui se font là-bas. Et je me dis, si ces pays-là, ils ont réussi à hausser à ce niveau-là la bande dessinée, pourquoi pas le Sénégal, pourquoi pas les autres pays d'Afrique. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Vas-y. Non, il y a juste une personne qui a mis un premier message sur le chat qui s'appelle Débitage 100% qui nous dit bonsoir, et nous te saluons, c'est tout ce que je voulais dire. Et moi j'avais une autre question, c'était du coup en dépit de ça, toi t'es vraiment que dans du papier ou parce que j'ai vu qu'ici il y a aussi beaucoup de gens qui consommaient ça sur leur portable. Oui, moi je travaille, au début je travaille sur papier, notamment avec Cayor, c'est fait en mode traditionnel. Mais avec Sadio, j'ai eu recours à une tablette graphique avec le logiciel Procreate. C'est avec ça que j'ai fait Sadio. Mais après, je ne suis pas présent sur les plateformes digitales comme le Webtoon, tout ça. Parce que le Webtoon, c'est un autre média, c'est un média qui est différent de la bande dessinée, même s'il y a des points communs qu'on peut retrouver. Mais là pour l'instant, je préfère rester sur la version papier, puisque je considère qu'on a beaucoup de retard sur la version papier. Et peut-être que plus tard, je vais migrer vers les plateformes digitales. Mais là, pour l'instant, je suis bien à l'aise avec le papier. Et ça, par exemple, Sadio, est-ce que les gens peuvent la trouver, je sais pas, à la Fnac en France Oui, Sadio, c'est disponible non seulement partout au Sénégal, mais également dans certains pays de la sous-région. Je ne les connais pas, c'est plutôt la maison d'édition qui pourrait donner une réponse claire par rapport à ça. Tu peux trouver ça sur Internet, Amazon peut-être Oui, c'est aussi disponible en France également, okay. À la Fnac et dans certaines librairies là-bas. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la BD ? C'est quoi tes inspi ? C'est quoi qui t'a fait rentrer dans ce milieu-là là ? Disons que c'est un rêve d'enfant. J'ai toujours voulu être auteur de bande dessinée, puisque j'ai grandi avec la BD franco-belge, j'ai grandi avec les mangas, tout ça. Alors j'ai toujours été un grand passionné de dessin et de bande dessinée. Mais ce qui m'a réellement poussé à faire le premier pas, c'est justement, j'ai fait le constat que tout ce qu'on consomme, ça nous vient soit d'Europe avec la BD franco-belge, soit des États-Unis avec les comics, soit du Japon avec les mangas. Et j'ai voulu vraiment qu'il y ait quelque chose fondamentalement africain. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a poussé à faire le premier pas. Vendre la culture africaine, les traditions africaines à travers la bande dessinée. Et comment tu t'es retrouvé au Japon ? Ça, c'est... ça c'est une longue histoire, mais pour faire court, j'ai été convié à une conférence qui porte sur le personnage noir dans les bandes dessinées et dans les mangas. Et voilà, j'ai été convié pour cette conférence-là. Il y avait également une exposition de bande dessinée africaine. Et ça a été pour moi une fierté de voir les planches de Cayor exposées au musée international du manga de Kyoto. J'ai également eu le privilège d'être le premier artiste africain à avoir sa main moulée au musée du manga. C'est vrai, ils t'ont fait ça ? Ouais, là-bas, il y a une pièce où on voit les mains des mangaka japonais et quelques étrangers, mais pas beaucoup d'étrangers. Et c'est une fierté pour moi d'être le premier Africain à avoir sa main moulée, exposée dans ce musée-là. Ah tu m'étonnes. Du coup, si on va là-bas, on peut voir... Ah oui, si vous y allez, vous allez voir ma main et vous allez aussi voir mon dessin sur le mur du café, parce que là-bas, il y a un café. Tous les mangaka qui sont conviés, ils sont invités à dessiner sur un petit bout du mur. Et j'ai également le premier artiste africain à avoir son personnage dessiné sur ce mur-là. C'est ce qu'on a fait aussi, nous à Domoulag, on a un mur. Là, dans le studio, il y a un petit mur. Oui. Et chaque personne qui passe, on l'a pas amené là. Sinon, tu aurais mis ton nom dessus. Le dessin de Cayor aussi. Peut-être que j'aurais ce privilège-là aussi. J'en serais fier en tout cas. Mais quand
quand tu étais beaucoup plus jeune et autres et tout, est-ce que tu as eu une œuvre en particulier qui t'a vraiment marqué pour commencer vraiment ce que tu fais maintenant? Disons que l'œuvre qui m'a marqué, qui m'a le plus marqué, c'est Dragon Ball de Akira Toriyama. Let's go. Voilà, ça c'est vraiment, pour moi, c'est le papa des mangas. Je sens l'influence un peu ici, beaucoup. Mais il y a même un plan même un peu qui m'a rappelé un peu ça. Je sais pas, bah, ça ici, je voulais t'en parler. Ça m'a beaucoup rappelé un peu ça. Le truc avec, comment il s'appelle là, les mercenaires. Les mercenaires de l'espace. Ah ouais, la scène avec Gohan et son père. Quand j'ai vu ça, bah là j'ai vu ça, j'ai dit, tu as repris le même plan. Exactement. Exactement. Dans les trucs à post-prod, je vous montrerai un peu. Mais ce plan-là, dès que je l'ai vu, je me suis rappelé un peu de la scène. Il sortait de... Je sais pas, le truc de Kaioken, il donnait le coup de poing et il reprenait son fils. Et oui, ça c'est vraiment la scène qui m'a inspiré à faire ce plan-là. Il y a beaucoup de plans qui m'ont montré, même ce plan-ci aussi qui m'a rappelé. Dragon Ball, Gohan aussi, je me rappelle un peu le Tsunamek, ça. Ah d'accord, bon là... La tenue aussi un peu. Ah oui, peut-être que avec ce que tu viens de dire, c'est vrai que sur Namek, à un moment donné, voilà, pour éveiller son niveau, c'est vrai que le Namek lui a fait un truc comme ça. J'ai beaucoup vu là, les trucs dans Dragon Ball, mais la manière comme tu as, et surtout c'est ça qui m'a plu, comment subtilement tu as redéfini ces codes-là et tu l'as introduit dans quelque chose qui rappelle un peu nos coutumes, nos traditions. Je dis, ça c'est exactement ce que j'adore. C'est exactement ce que j'adore et c'est que je veux pousser aussi les jeunes créateurs africains d'aborder de ce style-là. Et tout. Et donc ça, c'est franchement quelque chose de reprendre des codes qui sont déjà faits, se les réapproprier. C'est ça en fait. Se les réapproprier pour pouvoir raconter nos histoires. Voilà, et ça c'est vraiment la difficulté que beaucoup d'artistes rencontrent parce qu'ils veulent faire du manga et inconsciemment ils font du copier-coller. Exactement, c'est ça. Bon, ça peut se comprendre d'une part parce qu'il y a toujours les influences qui sont là, mais les influences il faut apprendre à les digérer, à se les réapproprier. Exactement. Et après en faire quelque chose de différent. Oui, c'est exactement un peu mon problème avec les créateurs, un peu les jeunes créateurs quand ils se lancent. Et généralement un peu, on a un peu ce souci-là. J'ai le souci souvent quand je discute, quand il y a des jeunes qui me montrent un peu, qu'est-ce que tu penses de mon scénario, qu'est-ce que tu penses de mon truc un peu, parce qu'il y a souvent certains jeunes quand ils essaient de se lancer, ils me montrent. Qu'est-ce que tu penses de ce truc? Je dis, essaie de te réapproprier ces codes-là pour pouvoir mettre quelque chose qui est beaucoup plus dans nos réalités. Exactement. Qui permettrait à ce que le truc là. Maintenant, il n'y a pas une obligation de faire forcément une histoire africaine. Tout à fait. Aussi, tout à fait. je pense que c'est pas forcément un peu aussi. Mais réapproprier subtilement qui permet à divertissant, mais en même temps tu apprends un peu d'autres trucs et autres. Et moi je trouve que tu as réussi à magnifiquement le faire ici avec ce truc Caillon que j'ai beaucoup apprécié. J'ai dit, ça c'est bon. Le Kankurang. Ouais, dans le tome 3. Ouais, le Kankurang, ça c'est des personnages issus du folklore sénégalais. Voilà, et le Kankurang, le Kouskrondrong. Quand on était petit, on avait peur de rencontrer le Kouskrondrong. C'est quoi le Kouskrondrong? Le Kouskrondrong, c'est un petit lutin, on peut dire, avec une calebasse remplie d'or. La légende dit que quand on croise sa route, il nous défie au combat. Quand on remporte le combat, on prend sa calebasse remplie d'or et là, on devient riche. Par contre, quand on a le malheur de perdre ce combat, on devient son esclave à vie. Voilà, ça c'est vraiment des mythes et légendes de chez nous qu'on peut retrouver dans mes œuvres, dans mes créations, pour véhiculer justement cette culture-là. Et il y a déjà des gens qui ont dit l'avoir croisé au Sénégal? Oui, mais bon, même si voilà, peut-être qu'on n'y croit pas forcément. J'ai un ami qui a dit qu'il l'a croisé, mais bon, puisqu'il n'est pas riche et qu'il est toujours avec nous, je me demande comment il s'en est sorti alors. Ouais, je vois bien. Et tu sais, c'est marrant parce qu'en fait, ce truc-là, les gens oublient, mais c'est assez universel. Tu vois, en Islande, par exemple, ils croient aussi aux lutins et tout ça là-bas. Hein. Ouais, tout à fait. C'est universel, exactement. Donc, bah écoute, on t'envoie bien de la force. Nous, on suivra de près ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut suivre tes activités et tout ça? Il y a un endroit particulier ou pas spécialement? Bon, d'abord, je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Si vous tapez mon nom, Seydina Issasow, vous trouverez ma page et je vous invite à me follow. Sinon, mes œuvres sont disponibles dans les librairies au 80, à la librairie Plume du Monde
à la librairie Claire Afrique. Et pour Sadio en tout cas, je ne sais même pas dans combien de librairies c'est disponible ou dans combien de points de vente, mais en tout cas, on peut les trouver dans les points Canal, dans certaines boutiques, et voilà, au-delà des frontières sénégalaises également, dans quelques pays de la sous-région et en France. Ça, c'est Ce qui est quand même pas mal. C'est vraiment super intéressant. Donc vraiment, aller prendre Cayor, aller prendre aussi Sadio et plein de trucs que Cédine a fait. C'est un vrai travail local de qualité par rapport à un créateur africain qui écrit et dessine son histoire, en plus aussi de le produire aussi, c'est ça non? C'est toi qui produis, qui distribue avec ta maison d'édition, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est vraiment magnifique et tout. Donc on va se laisser un peu, on va écouter parce que toi aussi tu as un plein festival aussi. Et donc tu as de la BD à écouler. Exactement. Pour changer l'histoire de la BD sénégalaise. Non, mais merci encore à toi et merci encore d'avoir pris un peu ton temps un peu pour pouvoir nous faire cette interview. Donc, merci encore. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et c'est un plaisir et un honneur pour moi de me retrouver ici. Ah, merci beaucoup. Merci Mais beaucoup. tu sais, je pense que tout ça, tu parlais, quand tu disais il faut la maison d'édition, il faut machin, il faut que... Il y a une chaîne en fait. Oui, c'est ça. Je pense même que ça va plus loin. Et de Moulag, on veut, à notre niveau, dans une certaine mesure, essayer de participer à ça. Ouais, C'est-à-dire, il faut aussi des écosystèmes de médias un peu alternatifs, pop culture, il faut des festivals, il faut des... Et tout ça, ça va ensemble. C'est un monde Exactement. qui traîne ensemble, même si on n'est pas directement dans le même truc. On trouve évidemment... Il y a un écosystème qui doit se faire. Il y a un écosystème qui doit se faire. Ah Et bah, ça permet le truc là-bas, avec ce média-là aussi, avec Thomas qui nous aide à lancer ce média-là. Je pense que ça va aller dans quelque chose qui va être intéressant et je pense que dans d'ici 5 ans, 10 ans, déjà qu'il y a une évolution palpable un peu là avec ce que je vois là, ça sera encore plus loin. j'espère bien en tout cas. Et merci pour tout l'effort que vous faites. Ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi On surtout. va te laisser. Inch'Allah, comme on dit, ça tout explosera ensemble. Inch'Allah, on y compte bien. Allez. Merci Céline en tout Merci cas. encore. Ça a été plaisir. Donc, je vais te laisser. Ça va, tu vas bien? Ça va.